Écoutez, je suis très content de vous retrouver. J'ai l'habitude, enfin, je suis prof en lycée aussi, donc j'en connais certains même parmi vous de l'époque du Ganami. Et donc, on m'a proposé de vous entretenir d'un sujet un petit peu atypique, donc en lien avec notre région, parce que je pense que le plus important, c'est souvent d'approcher notre culture, mais par un biais local. Et donc, je vais vous parler ce soir des maîtres et érudits juifs de Provence et du Languedoc, plus communément appelés les Charmé Provença, donc par les rabbinim, et qui font relativement peu l'objet d'un traitement tant universitaire que rabbinique, et c'est dommage, et donc vous serez peut-être le nouveau porte-étendard de cette connaissance. Alors on peut dire qu'à partir du XVIIIe siècle, il y a une forme de minimisation des lumières médiévales, c'est-à-dire que sous la plume de Rousseau, de Voltaire, on a tendance à minimiser le poids des rabbins du Moyen-Âge, alors qu'en réalité, il y a véritablement des écrits fondateurs, des écrits majeurs, et notamment dans notre région, la Provence, donc entre la Provence historique, c'est-à-dire Marseille, et un petit peu plus loin, jusqu'à la frontière pyrénéenne. Et je vais essayer de vous faire découvrir quelques noms, quelques aspects, et vous allez voir qu'en fait, vous en avez déjà croisé, vous connaissez leur patronyme, mais vous ne saviez pas qu'ils étaient en fait de la région. Et on les retrouve de plus en plus, par exemple, dans l'édition ArtScroll, qui a décidé d'en réhabiliter un certain nombre, comme le Ralbag, le Meiri, le Radak, qui sont de plus en plus à la mode, mais que les rabbinim ont bien souvent tendance à qualifier de séfarades, alors qu'en réalité, ce sont des provençaux. Alors la particularité, c'est qu'ils interviennent dans un paysage donc médiéval provençal, et qu'ils marquent la jonction entre le monde séfarade naissant et le monde ashkénaze qui a déjà environ 1 ou 2 siècles pour l'époque qui nous concerne. Donc ils servent, on peut dire, de courroie de transmission entre ce judaïsme du sud et ce judaïsme du nord qui apparaissent et qui auraient très bien pu se dissocier avec une halakha qui se forme et qui, sans l'intermédiaire de ces rabbinim de notre région, aurait pu donner lieu à 2 judaïsmes totalement distincts. Alors, comment comprendre que les Juifs aient pu développer toute une œuvre dans cette région ? Et on va voir effectivement, parce qu'à contre-courant de ce qui se passe à la même période, donc 11e, 12e, 13e siècle, d'abord dans la vallée rhénane et ensuite dans les territoires méditerranéens et notamment l'Espagne, où il y a des persécutions assez importantes, les Juifs de Provence, eux, semblent ne pas être inquiétés et même plutôt bien vivre. Ils s'enrichissent, certains, et on va voir qu'il y en a même qui deviennent très importants dans les cours seigneuriales à l'époque féodale qui nous concernent. Donc la question qui se pose, c'est premièrement, on va essayer de comprendre comment les Juifs ont été si bien lotis dans cette région, pourquoi ? Comment imaginer qu'ils aient tant rayonné à l'heure où les périls guettaient leurs coreligionnaires du nord de l'Europe et d'Espagne et d'Afrique du Nord ? Alors pour répondre à cette question, il convient tout d'abord de rappeler succinctement, me semble-t-il, les origines de ce judaïsme méridional et de comprendre ce qui fait sa singularité au tournant du haut et du bas Moyen-Âge. D'accord ? Donc le bas Moyen-Âge, c'est à peu près à partir du 11e, 12e siècle. Par contre, il nous faudrait quelqu'un pour animer les slides. Voilà, donc juste une première seconde, je vous présente donc un tableau que j'ai réalisé il y a quelques années pour une autre conférence où je présente les principaux rishonim. Si certains sont intéressés, je peux vous l'envoyer, c'est un travail que j'ai personnellement réalisé, mais ça ne me dérange pas de vous le communiquer. Vous avez donc ceux qu'on appelle les rishonim orientaux, ils sont relativement peu nombreux, les Mizrachim pour l'époque, les Ashkénazes avec toute la partie des Tosfot, qu'on appelle les Tosafistes en français, comme le Rashbam, Rabbeinu Tam, ou encore Shimshon ben Yosef de Falaise. Les Provençaux, qui mine de rien sont quand même très très nombreux, et puis les Séfarades, qui sont pour le coup vraiment pléthoriques. Malik, juste une seconde, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en fait il est en train de vous parler d'une liste de Rishonim, c'est-à-dire toute la Torah qu'on a aujourd'hui, toute la Halakha qu'on a aujourd'hui, tout le travail que Shulchan Aruch a fait pour nous donner la halakha claire, elle est issue de ces commentaires-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de rabbinim qui ne font pas partie de l'histoire du peuple juif. C'est clairement toute notre histoire. Voilà, c'est vraiment la base de la compilation de la halakha, puisque ensuite ce seront parmi ces rishonim le Rif, Rabbi Yitzhak al-Fassi, donc
clairement du Maroc, puisque Al-Fassi ça veut dire de Fès, ou encore le Roche, qui était un ashkénaze mais qui est devenu rabbin en Espagne, et le Rambam, qui était rabbin espagnol, ensuite qui est allé s'installer à Fès, et puis en raison des persécutions, qui a terminé sa vie en Égypte, dans la capitale, Fostat à l'époque, qui aujourd'hui est une banlieue du Caire. C'est sur ça que se base le Beth Yosef au XVIe siècle, c'est-à-dire la halakha telle qu'on la connaît désormais. Alors, on va mettre le prochain slide et on va voir donc d'où vient ce judaïsme de Provence. Alors, la présence juive en Provence et dans le Languedoc remonte à l'époque romaine. Si l'on en croit la découverte de vestiges archéologiques datés des premiers siècles de l'ère commune. Alors, je pense qu'il y a peut-être un slide juste avant, non ? Non, alors juste après. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Voilà, celui-ci. Très bien. Alors, découverte à Orgon. Cette lampe à huile a été découverte à proximité d'Aix-en-Provence en 1967, de manière un peu fortuite, et elle est l'un des premiers artefacts archéologiques qu'on a pour attester d'une potentielle présence juive dans la région. Alors je dis bien potentielle parce que la découverte d'un seul élément archéologique ne permet pas de confirmer qu'il y a un minyan, une véritable keïla constituée. Concrètement, on sait qu'elle est juive. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 menorahs qui sont frappés sur cette lampe à huile. Donc là, il y a une certitude sur au moins l'identité du propriétaire originel, mais rien ne permet d'affirmer qu'il faisait partie d'une communauté installée en Provence, donc au 1er siècle de l'ère commune. Il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être un marchand itinérant, juif, mais qui vient d'ailleurs, ou alors ça peut être par exemple un légionnaire romain qui a terminé son temps en Judée où il a été en garnison, et puis bien souvent, au terme de 20 années de combat ou de stationnement sur le Limès, le cadeau qu'on offrait à un légionnaire honnête, c'était de l'envoyer prendre sa retraite dans une région pacifiée, ce qui est le cas de la Provence, où il n'y a plus de combat à ce moment-là, et donc ça peut très bien être un légionnaire qui a massacré des Judéens. Il a piqué ça à un juif sur place pendant les fameuses révoltes, notamment celle de 66-72, et puis ensuite il s'est déplacé, il est arrivé en stationnement pour sa retraite en Provence, et ce serait à lui que l'on devrait cet artefact. Dans le cas contraire, on pourrait rattacher cet élément archéologique à des textes de Jules César et plus encore d'Auguste, qui renouvelle en fait les droits des Juifs dans la région, ce qui prouve qu'il y avait déjà des Juifs notamment à Marseille installés de longue date. Et puis on a d'autres éléments archéologiques à différents endroits de l'Europe, et notamment en Italie et en Sicile, qui prouvent qu'il y avait déjà des Juifs vraiment dans cette diaspora de l'Europe occidentale. Donc pourquoi ne pas croire qu'il pourrait y avoir effectivement, il y a déjà 2000 ans, des communautés constituées dans le sud de la France. Ça se pourrait. Mais on n'en a pas beaucoup d'éléments d'un point de vue archéologique. Alors ensuite, on fait un bond dans le temps, on arrive au 7e siècle, et c'est là que nous arrive la plus vieille inscription juive trouvée en France. Alors on peut la mettre en slide. Il s'agit d'une stèle funéraire en latin qui a été mise au jour à Narbonne. Elle est ornée d'un chandelier que vous pouvez voir donc en haut à gauche. D'accord ? Et puis on a une inscription, ici c'est écrit Shalom al Israël en hébreu alors que le reste du texte est en latin, et c'est issu d'un psaume, donc 125, 5, ce qui confirme effectivement l'identité de ceux qui l'ont gravé et la destination de cet élément judaïque. Alors comment on peut expliquer qu'au 7e siècle on ait le droit comme ça d'utiliser la langue latine et même d'y introduire des caractères hébraïques? C'est parce qu'on est dans la période carolingienne, et à ce moment-là, donc fin de la période mérovingienne et surtout pendant la période carolingienne, les Juifs vivent plutôt confortablement en Europe. Alors ça va être une courte période. On a notamment les Radhanites qui sont des commerçants itinérants dans toute la Méditerranée, qui ont laissé quelques traces et sur lesquels des travaux universitaires sont en train d'être menés, et qui parlaient de nombreuses langues, donc souvent ils servaient d'intermédiaires dans les échanges, notamment dans le sud de l'Italie, en Sicile principalement, et on les retrouve même de l'autre côté de la Méditerranée. À la même époque, vraisemblablement, il existe déjà des communautés bien établies à Auch, à Nîmes,
Et au XIe siècle, ils sont rejoints par tout un flux migratoire en provenance d'Espagne qui contribue à l'essor de nouvelles communautés, parmi lesquelles celle de Carcassonne et un peu plus tard celle de Montpellier. Et on trouve, donc nouveau slide, au XIIe siècle un bain rituel qui passe pour l'un des plus anciens d'Europe et pour l'un des plus intéressants d'Europe continentale, parce qu'en Sicile, il y en a un beaucoup plus vieux. Mais celui-ci est particulièrement intéressant. Il date vraisemblablement du XIIe siècle, aurait été réalisé peut-être par un juif en provenance d'Aragon. Et j'ai eu l'occasion donc, de m'y rendre encore pour un reportage l'année dernière, je crois. Il est ouvert sur demande et parfois lors des journées du patrimoine, donc vous pouvez y accéder. Il est particulièrement beau et patrimonialisé désormais. Donc on a la salle de déshabillage, on a encore le bain d'immersion, on a les niches qui permettaient d'introduire les bougies, puisqu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Donc on a un bel exemple architectural juif avec une petite colonnade là, qui a permis de le dater du point de vue de l'architecture spécifique de la période à laquelle il se rattache. Si vous voulez retrouver plus d'informations, j'ai réalisé une petite chronique donc avec des images qui présente le patrimoine juif de Provence et que vous trouverez sur ma chaîne YouTube Emmanuel Attias, où vous aurez plein d'autres vidéos qui se rattachent à toutes les traditions juives à travers le monde et un certain nombre de reportages in situ. Parce que je suis un historien livresque, c'est-à-dire que je commence dans les archives, mais ensuite je me rends sur place et donc je vais partout où il y a eu des juifs à travers l'Europe, le bassin méditerranéen et maintenant j'élargis même à d'autres pays en dehors de ces continents et donc vous pourrez voir des images peut-être un petit peu d'exception, notamment prises en Algérie, des territoires où on ne va pas forcément, en Jordanie, au fin fond de la Turquie ou d'autres territoires où j'ai eu l'occasion de me rendre, puisque ma spécialité initiale, c'est le monde de l'islam et l'Empire ottoman, donc j'ai pas mal parcouru de chemin à travers les terres musulmanes. Alors, une tolérance inhabituelle à la croisée des chemins. Donc, on vient de le voir, les premières communautés, de ces premières communautés, on sait peu de choses. Donc, c'est surtout l'archéologie qui va nous renseigner. Et il faut attendre le XIe siècle avec la constitution des communautés de Toulouse et de Lodève pour que la population juive du sud de la France fasse véritablement parler d'elle. Elle bénéficie, cette présence juive, alors de plusieurs atouts pour obtenir la reconnaissance et les faveurs de la part des seigneurs locaux. En effet, les communautés juives se trouvent en contact direct et permanent avec l'importante communauté juive ibérique, donc espagnole et portugaise, qui connaît au XIe et XIIe siècle son siècle d'or et qui continue d'envoyer donc vers le sud de la France des contingents. On passe au slide suivant. Au XIIe siècle, le judaïsme provençal et languedocien profitent donc de l'esprit de tolérance qui règne alors dans les cours des comtes de Toulouse et de Béziers. Donc je vous ai mis une carte qui permet donc de localiser ce territoire qui était vers la frontière pyrénéenne. Alors elle dépassait tantôt, selon les périodes, ça pouvait être un petit peu côté Espagne actuelle, tantôt un peu plus au nord. C'est ce qu'on appelle le monde catalan. Et puis là, vous avez donc un zoom qui vous permet donc de visualiser les villes où étaient principalement installées ces premières communautés juives, notamment Béziers, Toulouse, on a dit. Et puis ensuite, on va les retrouver, par exemple, à Pézenas, Foix ou d'autres villes de la région. Les communautés donc, de ces régions bénéficient d'une relative indépendance. Les autorités locales en conflit fréquent avec les pouvoirs espagnols et français n'appliquent de ce fait-là pas toujours les décrets royaux et pontificaux qui frappent leurs coreligionnaires du nord et du sud de l'Europe. Donc dans cette région, c'est clairement la féodalité, c'est-à-dire cette opposition entre des seigneurs locaux et par exemple le roi de France ou les monarques espagnols qui fait que une manière de se réaffirmer, c'est de dire nous on n'applique pas les réglementations qui délégitiment les juifs et imposent de les opprimer. Donc on va par exemple au XIIIe siècle imposer le port de la rouelle sous Louis IX, clairement dans ces régions-là, ce ne sera pas appliqué et les comtes vont clairement s'opposer et pire, ils vont même donner des droits exceptionnels à cette période-là à leurs juifs. Alors on va en prendre 2-3 exemples simplement. On va regarder les libéralités des vicomtes de Trencavel.
Alors, les vicomtes de Trencavel, ils vivaient donc à Béziers, donc c'est ça leur territoire. Et ces comtes de Trencavel, pour vous montrer leur extrême générosité à l'égard des Juifs, ben c'est qu'ils appuient les communautés locales jusqu'à nommer 2 membres de la communauté baillis. Alors pour ceux qui ont suivi un peu les cours de classe de 5e, on explique ce que sont les baillis et les sénéchaux. C'est quasiment le statut de préfet. C'est-à-dire qu'on avait des préfets juifs pour diriger des non-juifs. Donc c'est quand même assez exceptionnel et relativement méconnu du grand public qu'au Moyen-Âge, on a eu comme ça des titres d'exception qui ont pu permettre à des juifs de s'élever véritablement dans une hiérarchie qui se voulait à l'origine vraiment chrétienne. Le dernier des Trencavel va donc être Raymond Roger et il s'oppose au roi qui cherche à le réduire au silence et carrément à l'assassiner parce qu'il ne supporte pas en fait cette mise en péril de son autorité depuis Paris et il lui dit maintenant tu vas quand même appliquer les réglementations à l'égard des Juifs puisque ce roi en question c'est Philippe le Bel, celui qui expulse en 1306 les Juifs de toute la France. Et à ce moment-là, eh bien, il vient d'intégrer le sud de ce territoire et les libéralités des comtes provençaux n'ont plus lieu d'être puisque désormais ce sont les réglementations de Paris qui s'appliquent. Alors on passe à la suite, on va regarder un petit peu le siècle d'or provençal au XIIe siècle. Alors, on dispose d'un récit précieux pour déterminer la localisation des grandes écoles talmudiques et pour connaître le nom des principaux maîtres de Provence et du Languedoc pour le XIIe siècle. Alors, ce document, c'est le Sefer Massaot du rabbin voyageur Benjamin de Tudel. Attention, pas de Tolède. Il y avait une ville qui s'appelait Tudela, qu'on appelle Tudel en France. Et ce rabbin voyageur, qui a vécu donc au XIIe siècle, il a tracé la géographie des principales implantations juives dans le Midi, et il nous apprend ainsi, par exemple, que Narbonne représente numériquement l'un des principaux centres, avec pas moins de 300 juifs, et même son propre hôpital communautaire. Il nous parle également dans son livre de bord des communautés de Montpellier, de Lunel, qu'on appelait la petite Jérusalem. Aujourd'hui, je dirais que c'est la petite Alger. J'y suis allé, c'est pas l'endroit le plus sympathique et c'est de loin pas l'endroit le plus accueillant et chaleureux qui m'ait été donné de visiter ces dernières années. C'est même limite dangereux de poser des questions dans des villes comme Lunel où on n'est pas franchement les bienvenus, je vous le dis clairement. Il parle aussi de Beaucaire, où on a encore une rue juive, de Saint-Gilles, Arles, où on n'a quasiment plus rien d'un point de vue archéologique, mais aussi de Marseille, où il est aux alentours des années 1165, et pour lequel il nous dit qu'il y avait 2 communautés avec minimum 300 membres, une dans la ville basse, une dans la ville haute, dont on recherche encore les traces archéologiques. Alors, on n'est pas à l'abri, et je le souhaite profondément, qu'un jour on puisse mettre la main, par exemple, sur l'ancien mikvé de ces communautés juives phocéennes, installées probablement, on l'a dit, de longue date, peut-être 2000 ans d'histoire. Alors, pourquoi pas une synagogue ? Probablement qu'elle a été rabotée au sol, et donc on risque de ne pas retrouver de pierre à même de nous prouver que c'était la synagogue. Par contre, vous le savez, un mikvé, surtout pour le Moyen-Âge, était bâti en sous-sol, puisqu'on allait puiser l'eau des nappes phréatiques. Aujourd'hui, on a d'autres manières de réaliser la construction des mikvaot. On peut par exemple prendre par une ouverture zénitale l'eau de pluie. Au Moyen-Âge, c'était quasi exclusivement, enfin à ma connaissance dans toute l'Europe, je l'ai toujours vu sous la forme de nappes phréatiques. Donc on creusait très profondément. Donc peut-être que c'est sous une des maisons dans lesquelles vous vivez. Enfin plus vraisemblablement, je dirais dans le 1er ou le 2e arrondissement, qui était le Marseille médiéval. Alors on en veut pour preuve que vers le 10e, 11e siècle, on a un document qui est conservé aux archives locales et qui nous indique que des Juifs achetaient du miel à l'abbaye Saint-Victor, aux moines de l'abbaye Saint-Victor, donc à cette période du Moyen-Âge. Donc on sait qu'il y avait des Juifs dans la ville, par une autre source que ce Benjamin de Tudel, et on sait que l'abbaye de Saint-Victor, donc sur le Vieux-Port, était visitée par des Juifs. Donc ils étaient dans la région, ça c'est absolument sûr. On va passer au slide suivant, on a un document extraordinaire. On est à Narbonne au XIIe siècle, et là on va s'arrêter un petit peu, parce que notre explorateur, qui nous dit, je cite dans le texte, alors je vous fournis une traduction parce que je ne connaissais pas votre niveau en hébreu et en arabe, une sorte donc de métropole du judaïsme pour cette ville. Cette ville est l'une des plus célèbres par rapport à la loi, dit-il.
c'est depuis cette ville que la loi s'est répandue dans toutes les contrées. Donc quand il parle de la loi, c'est la Torah et la Halacha. On y voit des sages, donc des Chachamim, et des princes, des Nassim, très célèbres, à la tête desquels il faut compter, par exemple, le rabbin Kalonim, fils du prince Théodore. Alors on voit son nom, donc là je l'ai laissé volontairement sous la forme telle qu'elle est frappée. Ici, je l'ai positionné donc comme si le sceau était imprimé, c'est toujours imprimé à l'envers, c'est nécessaire. C'est écrit en latin et c'est écrit en hébreu avec un lion au centre et on peut lire Kalinomos ben Todros, dernier prince, donc dernier nassi des Juifs de Narbonne, expulsé en 1306. Et on nous raconte qu'il serait peut-être un descendant du roi David, donc de David Améler. Et ce qui est très intéressant, c'est que s'il a le droit de frapper donc sa marque, c'est-à-dire qu'il a le droit de sceller des actes, donc d'en signer, et en fait, il se comporte tout simplement comme un seigneur chrétien, et donc il pouvait, en conséquence, délivrer des actes publics. Et ça, c'est vraiment un chidouche, j'ai envie de dire, c'est une vraie nouveauté pour le Moyen-Âge de voir cette puissance d'un prince qui, dans la ville, a autorité pour délivrer des actes officiels. Alors la fidélité des Juifs du Midi à leurs seigneurs respectifs leur permet, donc on le voit, d'acquérir non seulement prestige, mais également la confiance des féodaux. Ainsi, lorsque le célèbre commentateur du Talmud, Abraham ben David de Posquier, a été mis en prison par son seigneur local, c'est Roger II, qui vient donc de cette région et qui aime tellement ces Juifs, qui va se charger en personne d'aller le faire libérer avant de lui donner asile à Carcassonne chez lui. Alors justement, on va s'arrêter un petit peu sur ce personnage sur lequel j'ai commencé à me spécialiser il y a 8-10 ans et qui est probablement l'un des plus intéressants de notre région, qui est ce Abraham ben David de Posquier. Alors Posquier, c'est une ville tout proche de Lunel. Jadis, c'était Vauvert. Vous connaissez peut-être l'expression un peu littéraire « au diable Vauvert ». Eh bien, en fait, la ville a changé de nom. Aujourd'hui, elle est encore visitable. Et dans le paysage, il y a encore quelques noms et quelques signes archéologiques qui rappellent l'antique présence médiévale de cette communauté jadis si florissante. Alors, le rabbin de Posquier, on va mettre le slide suivant. Allez, mon assistante, là. Merci. Alors, le rabbin de Posquier, c'est un personnage très particulier qui ne fait pas consensus et qui a eu un rôle éminemment important au XIIe siècle en Provence. Alors, on l'appelle également le rabbin III, à ne pas confondre avec son beau-père, le rabbin II, qui avait carrément établi une halakha pour tous les juifs de Provence, distincte de la halakha des contrées du Nord et des contrées du Sud. Et donc le rabbin III, c'est également celui qu'on connaît sous le nom de Baal HaSagot. Et je vais expliquer pourquoi c'est important de le retenir, parce que dans les yeshivot, en fait, c'est sous ce nom-là, bien souvent, qu'il est nommé. Alors, c'est une très grande référence, comme je vous le disais, du judaïsme rabbinique médiéval. Il est connu par-delà les frontières de son vivant. C'est un kabbaliste, un talmudiste, un halachiste. Il est originaire de Narbonne, aux alentours des années 1120. Il a été l'élève puis le gendre du président du tribunal rabbinique de Narbonne, donc Abraham ben Isaac, plus connu sous l'acronyme de Rabat II, je vous le disais à l'instant. Et il a la particularité en fait d'avoir rédigé des hasagot, c'est-à-dire, comment on peut traduire ça, des objections acerbes, une contradiction, c'est assez violent, quoi. Le terme hasagot, c'est pas particulièrement sympathique. Et contre qui ? Contre un personnage que vous connaissez, enfin je l'espère. S'il y a deux grands rabbins que vous pouvez citer du Moyen-Âge, vous diriez qui ? Rashi et Rambam. Donc lui, sa cible, c'est le Rambam. Il est clairement pas d'accord avec le Rambam, qu'il va quasiment condamner au Kherem. C'est quasiment de l'excommunication. Et on va comprendre pourquoi il s'oppose tellement au Rambam. En fait, cette sommité rabbinique de Lunel, donc de Provence, qui est, je vous l'ai dit, donc qualifiée de petite Jérusalem médiévale, a attaqué le Mishneh Torah du Rambam. Aujourd'hui, il n'y a pas une synagogue au monde où il n'y a pas le Mishneh Torah. C'est l'œuvre majeure, fondatrice de la halakha moderne, puisque, je vous le disais en introduction, le Rambam est l'une des clés de la codification halachique au XVIe siècle par Rabbi Yosef Karo dans le Beth Yosef ou le Réma dans sa Mappa. Donc le Rambam, c'est une source incontournable du droit et de la loi juive. Alors qu'est-ce que reproche à cette époque le rabbin de Posquier ? En fait, il dit de Maïmonide qu'il fait comme les goïms.
c'est quoi? Eh bien, d'avoir figé la loi et d'avoir érigé les principes qui sont établis dans la Torah en loi sacralisée et fixe. Donc il dit en fait, en gros, il est en train de transformer la Torah en un dogme, ce que font les goïms, et sa méthodologie n'est pas probante parce que c'est vrai que ce qu'on pourrait reprocher au Rambam, c'est de ne pas citer ses sources. Le Rambam estime parler à un public de connaisseurs. Pourquoi? Parce que le Rambam, concrètement, il avait décidé de scinder la communauté juive en deux. Les érudits continuent d'étudier la Torah, de la faire parler, et les autres, ils auront un code pour ne pas se tromper. Et ça permettait de ne pas avoir n'importe quel individu qui se permette à n'importe quel moment de commenter et de faire dire à la loi des choses erronées. Ce qui s'était passé au siècle précédent, notamment avec un personnage très controversé qui s'appelle Hanan ben David, qui au 8e siècle, sortant du milieu des yeshivot babyloniennes, avait décidé d'innover en créant le karaïsme, c'est-à-dire en délaissant toute la Torah chez Béalpé, la Torah orale, au profit de la seule Mikra, c'est-à-dire la Torah chez Birtav, celle qui est écrite, et en disant les rabbanim se sont trompés depuis Chazal, et moi, je vais revenir aux sources originelles. Et donc le Rambam, lui, se méfiait de ça, et surtout le Rambam, il connaît très très bien les Karaïtes, parce que je vous ai dit, il termine sa vie à Phostat, donc au Caire, en gros, en Égypte, où les Karaïtes sont particulièrement nombreux. Au 10e, 11e siècle, les Karaïtes sont probablement même plus importants en termes de communauté, d'un point de vue numérique et démographique, que les Juifs rabbiniques auxquels appartient le Rambam. Et donc, il dit qu'il faut faire très attention, parce que mettre la Torah entre les mains de n'importe qui, c'est risquer d'avoir des hérésies, c'est risquer d'avoir des courants hétérodoxes et de, finalement, voir la Torah se déliter. Mais ça, ce n'est pas l'avis du Rabbad, qui, premièrement, donc, s'oppose, on va le redire, au fait de sacraliser et de figer les articles de loi, donc d'en faire quasiment un dogme à la manière chrétienne. Deuxièmement, le problème de la méthodologie, c'est-à-dire de ne pas systématiquement citer les sources, c'est-à-dire Chazal, la Mishnah, la Gemara, comme on avait l'habitude de le faire. Et puis, troisièmement, ce qu'il lui reproche également, c'est de renoncer à certaines interprétations. Vous connaissez peut-être le principe talmudique, Shivim Panim la Torah, il y a 70 faces à la loi, et donc il y a plusieurs interprétations possibles. Ce qui, finalement, est un petit peu limité par l'interprétation du Rambam, qui va très très loin dans certains de ses commentaires, puisque, par exemple, dans le Yad HaChazaka, réponse 3, la Tchouva numéro 3, le Rambam, qu'on appelle aussi Maïmonide en vocabulaire chrétien, d'ailleurs, au passage, vous avez tous terminé le lycée, donc vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de savoir que désormais, le Rambam a sa place dans les programmes de seconde. Il est intégré aux côtés d'Averroès dans un chapitre qui traite des contacts médiévaux en Méditerranée. Donc c'est bien quand même qu'il y ait une reconnaissance du savoir juif médiéval et des lumières juives de cette période. Et donc, qu'est-ce qu'il reproche notamment à certains interprètes de la loi? Attention, la phrase est dure. Quiconque conçoit que Dieu serait un être corporel serait un apikoros. Donc il dit en gros, vous êtes un apostat, si vous osez considérer, donc c'est ça que dit le Rambam, si vous osez considérer que lorsqu'on dit, par exemple, que Moshe Rabbeinu, Moïse, a été panim el panim, c'est-à-dire face à face avec Dieu, et que vous osez imaginer que Dieu a une face, vous êtes un apostat, vous êtes un apikoros, allez, vous pouvez dégager de la synagogue. Si vous osez penser que Biel Hazaka ou Vizroa Netouya, qu'on cite tous les Shabbats et qu'on répète à satiété pendant l'office de Pessah, qui signifie donc par une main forte et d'un bras étendu, et que vous imaginez que, comme les chrétiens qui l'ont souvent représenté à la Renaissance, il y a la main de Dieu qui soudain sort et vient extirper les Hébreux d'Égypte, alors vous vous trompez, parce que tout ça, ce ne sont que des images. Ça, c'est l'avis du Rambam. Le Rambam, en fait, il est aristotélicien, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur une vision grecque, il récupère Aristote, et il se veut très rationaliste. Et le Rambam, il va très loin dans son rationalisme, et il va être rejoint d'ailleurs par d'autres rabbanim provençaux. Il dit, si on peut l'expliquer scientifiquement, alors ce n'est pas un miracle. Et là, le Ravad, ça ne lui plaît pas du tout. Là, le Ravad de Posquière, ça ne lui plaît pas, parce que lui, il veut voir davantage de mystique. On vous a dit, c'est un des promoteurs de la Kabbale. Et pourtant, dans la même région, c'est ça qui fait la magie de la Provence, c'est qu'on va avoir des kabbalistes, donc des mystiques, mais à côté de ça, on va avoir des ultra-rationalistes comme Gersonide, le Ralbag, qui jusqu'au XIXe siècle n'avait vraiment pas la faveur des rabbanim. Jusqu'au XIXe siècle, il a été quasiment retiré
de tous les écrits rabbiniques qu'on trouvait dans les synagogues. Et désormais, on le voit réapparaître progressivement un petit peu dans les yeshivot. Oui ? Excusez-moi. Alors, je ne suis pas rave, je suis historien, mais je ne suis pas rave. Pardonnez-moi alors. Je t'en prie. Vous dites, par exemple, par rapport à l'anthropomorphisme, est-ce que justement, dans une vision juive, est-ce que c'est mal ce qu'il dit le Rambam? C'est cohérent, je trouve. Alors moi, je ne vais pas me prononcer, je ne suis pas là pour prendre la place des rabbanim qui ont leur propre interprétation. Moi, j'aime bien l'idée Shivim Panim la Torah, c'est-à-dire qu'il y a une diversité d'interprétations. Après, on le sait, c'est comme dans un tribunal, on a une diversité d'interprétations et c'est pour ça qu'il y a un juge pour trancher. Mais au départ, il y a bien une loi qui est fixée dans le code civil et dans le code pénal. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur une codification qui, elle, est figée, sacralisée depuis plus de 2 siècles, qui parfois fait l'objet d'adaptation. C'est pour ça qu'on a encore des poskim, c'est-à-dire des décisionnaires à même de trancher lorsqu'on a une nouveauté qui n'existait pas par exemple au Moyen-Âge. Et puis ensuite, on a les interprètes de la loi, c'est-à-dire les rabbanim aujourd'hui, comme Rav Moshe Feinstein jadis, ou comme à d'autres époques, on a eu aussi Ovadia Yosef et d'autres, qui sont là justement pour interpréter. Mais ils n'interprètent pas sur rien, ils interprètent sur une loi qui a été quand même d'une certaine manière codifiée. J'ai répondu à ta question ? En partie. Alors vas-y, complète, moi j'ai aucun problème. J'aime bien quand c'est interactif, Vous savez, c'est mon côté prof. Moi, je ne suis pas là pour faire un cours magistral ni une conférence traditionnelle. Vous pouvez m'interrompre à tout moment, ça ne me dérange pas du tout. Et puis je vais même en profiter pour boire. J'essaie de comprendre aussi. C'est pour ça, mais c'est très bien, mais c'est ce qu'il faut. Parce que, en fait, vous mettez l'aspect sur différentes visions du judaïsme, entre parenthèses, que ce soit d'interprétation ou que ce soit de loi, par rapport à l'anthropomorphisme ou par rapport au dogmatisme. Mais en fait, en tant que juif, personnellement, moi, à titre personnel, donc ça n'engage que ma propre personne, j'arrive pas à voir le judaïsme, c'est-à-dire l'existence de Dieu, sans dogmatisme. Pour moi sinon, le judaïsme, ça serait une philosophie, ce serait plus une religion, s'il n'y aurait pas de dogmatisme. Alors, c'est intéressant, ça risque de nous emmener un peu loin, mais je vais essayer succinctement de répondre à ta question. Ton prénom, c'est ? Jonathan. Alors, je vais essayer de répondre à Jonathan. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez contraint dans nos synagogues parce qu'on a l'impression que quasiment tout a été écrit et que les rabbanim actuels innovent relativement peu. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui innovent en Eretz Israël, aux États-Unis, et ils considèrent d'ailleurs la rabbanoute française et les kehilotes françaises comme assez arriérées. Je ne vous le cache pas. Moi, je fréquente un petit peu ces milieux américains comme la Yeshiva University, Rav Soloveitchik, mais aussi je me documente beaucoup sur l'œuvre de Manitou, Léon Ashkenazi, ou sur d'autres maîtres Norbert Lamm, qui est niftar il n'y a pas très longtemps, autant d'auteurs qui, par le biais de la moderne orthodoxie, ce qu'on appelle aussi orthodoxie moderne, ont mis en place une façon de continuer à réfléchir sur la Torah et sur la loi pour justement ne pas la figer. Peut-être parce qu'ils ont des défis plus importants aussi aux États-Unis et en Israël que nous ne connaissons pas nécessairement en France. Mais sachez que cette image qu'on a, notamment à Marseille, d'un judaïsme un peu figé, un peu dogmatique, un peu superstitieux, n'est absolument pas généralisée à l'échelle du monde. Il y a des endroits où on continue de réfléchir, on s'interroge. Il y a des yeshivot très différentes en Eretz Israël. D'ailleurs, les élèves, quand ils partent du Ganami, par exemple, s'interrogent pour déterminer dans quel type de yeshiva ils seront les plus à même de s'épanouir. D'accord ? Il y en a une, moi que j'aime bien, par exemple, c'est Merkaz Harav. Voyez, vous avez des yeshivot, il y a de plus en plus de Français qui s'y mettent, mais ce n'était pas quelque chose de très habituel pour le judaïsme francophone il y a encore 10 ans. C'est les synagogues Hesder, c'est-à-dire qu'on fait l'armée, on est sioniste et en même temps on étudie la loi et on sait qui on est, où on va et pour qui on va. Et ça, je trouve cette optique assez intéressante. C'était très coutumier chez les Australiens, Néo-Zélandais, les Américains, et puis les Français ont découvert ça un peu plus tardivement. D'accord ? Ce modèle très sioniste et en même temps très religieux. D'accord ? Un peu d'Atil et Oumi, mais en mode française. D'ailleurs, il faut dire que dès qu'on débarque en Israël, ils nous reconnaissent tout de suite. On a le modèle français, la manière de penser la Torah.
on est fichu de ce point de vue-là, on est mis dans un box et on a du mal à en sortir. Alors je vais poursuivre. En tant qu'alariste aussi, on va voir un petit peu donc l'œuvre du Ravad. En tant qu'alariste, le Ravad de Posker a également laissé un certain nombre de responsa, c'est-à-dire des shoots. Donc il y avait des shélot ou tchouvot. On adressait à des très grands rabbanim depuis des endroits souvent très éloignés, des questions, et puis un commerçant itinérant rapportait la réponse ultérieurement à ceux qui en avaient besoin. C'était très habituel au Moyen-Âge, par exemple, depuis les communautés ashkénazes vers les grandes yeshivot babyloniennes de Surah Nehardea et Pumbedita, en Irak actuel, et ça mettait parfois des mois, voire des années à revenir à l'émetteur, mais ça permettait d'avoir des questions sur des points de halakha précises en fonction d'un contexte particulier ou d'une situation nouvelle. Et donc on a un ouvrage qui s'appelle Tchuvot ou Psakim Larabad, qui recense donc un certain nombre de ces décisions qui sont assez inédites et plutôt intéressantes à étudier parce qu'elles ne sont pas toujours conformes à ce qu'on voit chez les Ashkénazes, par exemple, de la même époque. En tant que mystique, il fut d'un naturel porté à l'ascèse, c'est-à-dire qu'il ne fréquentait pas trop les communautés, il était plutôt retiré, vivait de manière un peu chiche, et il était inspiré, selon ses dires, par le prophète Élie lui-même. Et le Ravad de Posker a développé une conception même anthropomorphique de l'émissaire divin sur la base du Sefer HaYetzira. Alors, j'en viens maintenant à une autre partie, c'est en fait comment est revenue la Kabbale. Parce que peut-être que vous avez entendu ça lors de conférences précédentes. À partir de Rabbi Shimon Bar Yochai et après Rabbi Akiva, la Kabbale, elle est, je dirais pas rejetée, mais elle est carrément mise loin, parce qu'on sait que les élèves de Rabbi Akiva se sont un peu perdus en étudiant le sod, c'est-à-dire le secret. Vous savez que la Torah est composée de 4 possibilités d'interprétation principales. Le pshat, le sens simple, celui qui est choisi par Rashi. Ensuite, on a le remez, qui est un sens allusif. On a le drash, un sens allégorique. Quand on fait un midrash ou quand on fait des drashot, on essaye de mettre à la portée par un système de métaphore, d'allégorie. Et puis on a un autre sens qui lui est réservé à des gens excessivement instruits et qui ont une connaissance parfaite des 3 premières source d'interprétation, c'est le sod, c'est-à-dire le sens secret. Et on dit que si effectivement on arrive à étudier dans une vie les 4 et à aboutir, alors on pourra obtenir le pardes qui a donné, qui est de la même origine plutôt que le mot paradis, d'accord ? Donc c'est-à-dire que le paradis est garanti en principe à ceux qui sont allés jusqu'à cette puissance mystique leur permettant de découvrir les secrets du monde, de la création et du divin. Le problème, c'est que parmi les plus grands sages de l'époque de la Mishnah, il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui est devenu apikoros. Je vous rappelle, on a fait très récemment la Iloula de Rabbi Meir Baalanes, pas ce vendredi, mais le vendredi précédent. Et le maître de Rabbi Meir Baalanes, c'était Elisha ben Abouya, qui s'est perdu dans les méandres du monde, justement parce qu'en étudiant la mystique, en tentant de percer le sens secret, le sod, la Kabbale, il est devenu apikoros et il a rejeté tous les fondements de la Torah. Donc pendant 10 siècles, ensuite, les rabbanim n'acceptent absolument plus les gens qui tenteraient de percer les mystères de la création et qui chercheraient à se rapprocher du divin par le secret. Et où revient et intervient le retour en force de la Kabbale, c'est dans notre région, en Provence, avec notamment le Ravad de Posker, qui expose notamment le concept des séphirotes. Il fut donc à ce titre l'un des maîtres qui a permis au Moyen-Âge la redécouverte de la Kabbale, après l'interdiction, comme je vous l'ai dit, promulguée par le Talmud, de recourir à la 4e source d'interprétation. Alors depuis tout à l'heure, j'imagine que vous vous posez la question pour certains, mais comment le Rabat, par exemple, le Rabat de Posker, a-t-il pu prendre connaissance de l'œuvre de Maïmonide, puisqu'elle était rédigée en quoi ? J'ai entendu, très bien, en arabe. Effectivement, toute l'œuvre des rabbanim séfarades de cette époque est rédigée en ce qu'on appelle le judéo-arabe, mais en réalité, ce sont des caractères hébraïques qui permettent de retranscrire la langue arabe.
Un jour, il y a quelqu'un qui a voulu me tester et qui m'a dit « Oui, tu parles du guide des perplexes, mais en fait, ça ne s'appelle pas du tout comme ça. » Et donc, il m'interpelle en pleine conférence. Je lui dis « Vous voulez parler du Moré Nevuchim ?» Il me dit « Bah oui, le Moré Nevuchim. » Et moi, de le renvoyer dans les cordes en lui disant « Mais en fait, Moré Nevuchim n'a jamais été employé par le Rambam puisque son œuvre est intitulée en arabe « Dalalat al-Hayrin, le guide des perplexes. » Et donc, évidemment, on peut jouer les cadors, mais encore faut-il savoir que les séfarades n'écrivaient pas en langue hébraïque, mais en langue vernaculaire, comme d'ailleurs la Guémara a été écrite en langue vernaculaire, l'araméen, et pas en hébreu. Parce qu'une fois qu'on est en diaspora, on a tendance à utiliser la langue dans laquelle on s'exprime le mieux. Et je vous rappelle que Rachid lui-même a écrit des Lahaz, c'est-à-dire que comme ses contemporains avaient du mal à accéder à la langue hébraïque et qui commençait à se perdre dans les milieux populaires, eh bien, il recourait très fréquemment à des expressions françaises, du dialecte champenois, pour pouvoir permettre à ses contemporains de le lire et de le comprendre. Alors, comment peut-on avoir accès, lorsqu'on est en Provence, à des textes écrits en arabe ? Eh bien, il y a deux pistes. Premièrement, il y a une partie, comme je vous ai dit, de ces rabbinim qui sont eux-mêmes d'origine espagnole, andalouse, c'est-à-dire qu'ils parlent l'arabe. Mais au bout de 4-5 générations, ce n'est pas sûr que ces langues se soient transmises dans les familles sur la durée. Dans certaines, oui. Et on va voir justement, il y a quelques familles qui sont connues et reconnues comme d'extraordinaires traducteurs. Mais en réalité, ils ne sont pas que traducteurs, ils sont également exégètes, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils apportent un commentaire éclairant à la Torah. Et puis, troisièmement, ils sont également auteurs d'œuvres majeures pour la compréhension de l'hébreu et pour l'amélioration de sa construction grammaticale. Parce qu'en fait, la grammaire n'est pas du tout fixe à l'époque. Et vous savez que chaque lettre, chaque voyelle a un poids majeur dans le texte et que, dans le cas contraire, on pourrait avoir un risque de mauvaise compréhension du drache qui est formulé. Alors, au XIIe siècle, les persécutions lancées par la dynastie berbère fanatique des Almohades en Espagne a poussé un grand nombre de juifs andalous vers le Languedoc, où ils apportent la richesse et la culture andalouse qui connaît alors son siècle d'or. Parmi ces exilés, on va passer au slide suivant. Parmi les exilés, eh bien, on a notamment une dynastie qu'on appelle les Kimri. Alors, j'entends la Reconquista, mais en réalité, la Reconquista, c'est pas ça. Non, la Reconquista, c'est un phénomène chrétien qui arrive depuis les royaumes d'Aragon, de Castille et de Navarre et qui pousse les musulmans à regagner leur territoire originel de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire à traverser le détroit de Gibraltar, et ça va se poursuivre grosso modo. Alors, il y a eu 8 siècles d'occupation de la péninsule ibérique, et à partir du XIIIe siècle, la bataille Las Navas de Tolosa, c'est vers 1202, et ça va se terminer en 1492 avec la chute du taïfa de Grenade qui permet de renvoyer définitivement les derniers musulmans de l'autre côté du détroit de Gibraltar, donc au Maroc. Non, là on est vraiment en train de parler au contraire d'une poussée inverse, c'est-à-dire les Almohades qui envahissent l'Espagne, qui remontent et qui exercent une pression de plus en plus importante face aux courants hétérodoxes musulmans, face aux chrétiens et face aux juifs qui vivent en péninsule ibérique à cette époque-là. Les Almohades, oui. Alors d'abord il y a eu les Almoravides, après les Almohades, ce sont deux dynasties berbères fanatiques, ils sont très extrémistes. Alors non, musulmans. Et ils arrivent en fait du sud du Maroc. Je veux bien répondre à toutes vos questions, mais ce serait intéressant aussi d'entendre peut-être les réponses. En fait, ce sont des dynasties berbères très extrémistes. Par exemple, Almohad, c'est Al-Muwahidoun en arabe, qui veut dire celui qui place le tawhid en premier, c'est-à-dire l'unicité du divin. Parce qu'il reprochait à certains courants de l'islam d'avoir divinisé certains personnages de la culture islamique et d'avoir dévoyé le message originel du Coran. Donc, ils imposent une vision très rigoriste de leur islam à eux et ils persécutent toute personne qui ne pense pas comme eux. Donc, si déjà ils persécutent des musulmans, vous imaginez bien qu'ils ne donnent pas la possibilité à des chrétiens et à des juifs de proclamer leur propre foi. Et c'est pour ça, le Rambam, j'entendais tout à l'heure les Fatimides, non, les Fatimides sont en Égypte à la même période, et en fait le Rambam quitte l'Espagne, où il est né dans une famille juive orthodoxe. Son père déjà, Maïmon, est déjà très connu, puisque Maïmonide, ça veut dire fils de Maïmon. Et le Rambam est
contraint en fait de partir en famille à Fès parce qu'il pense que dans la capitale des Almohades, il sera plus en sécurité. C'est un petit peu comme le principe pendant la Shoah de tous ces juifs originaires de l'Est qui sont allés se réfugier dans l'antre du diable du Troisième Reich en vivant pendant 5 ans de Shoah à Berlin. Alors, c'est la même chose. En fait, on se dit où est-ce qu'on ne viendra pas nous chercher ? Dans la capitale, parce que personne n'imaginerait que c'est justement là qu'on va aller se réfugier. D'autant que Fès est une ville de culture à l'époque, et à ce moment-là, les musulmans prétendent même qu'il s'est converti à l'islam, ce qui est peut-être vrai si on en suit ce qu'on appelle l'Igeret Ateman, c'est-à-dire l'épître aux Yéménites qui lui demande par la suite, lorsqu'il est le grand rabbin d'Égypte, si on a le droit de se convertir à cette religion. Et il dira, si effectivement ça n'est pas une vision idolâtre, alors vous pouvez... Alors je vais utiliser un anachronisme pour l'époque, en gros maraniser, c'est-à-dire faire semblant de vous convertir, d'autant qu'on ne vous oblige pas à embrasser une croix et un objet idolâtre, vous prononcez simplement une phrase 2 fois, la ilaha illallah, rasulallah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu, ce qui finalement ne pose pas de problème d'un point de vue juif. Après, c'est vrai qu'il est obligé de reconnaître le fait que le dernier transmetteur est Muhammad, c'est-à-dire le prophète de l'islam. Mais en soi, ça n'est pas une forme d'idolâtrie selon le Rambam. D'accord ? Mais il faut faire une distinction parce que dans le monde chiite, par exemple, ils idolâtrent et ils divinisent quasiment certains imams. Donc en Iran, effectivement, ça pourrait poser des problèmes halachiques de se convertir à l'islam duodécimain, qui est une forme d'islam d'une certaine manière presque polythéiste. D'accord ? Je referme cette partie pour revenir donc justement à mes grammairiens et mes traducteurs. Alors parmi les exilés, on trouve en premier lieu les Kimri, une célèbre dynastie de rabbins, grammairiens, exégètes provençaux, originaires d'Espagne. Et on retrouve aujourd'hui leurs descendants dans le monde entier, de la Turquie à l'Angleterre, en passant par la Syrie ou encore l'Italie. Parmi les membres les plus éminents de cette famille, pour ça que je veux vraiment vous citer le nom de certains d'entre eux, on a par exemple Joseph Kimri, le père, qui est nommé le Rikam, à qui on doit la détermination des voyelles longues et brèves en hébreu, et également des règles de prononciation pour la langue de la Torah. Son système massorétique, c'est-à-dire de transmission de la tradition de lecture, est enseigné dans les manuels d'hébreu jusqu'à aujourd'hui. À noter que son livre de l'Alliance, le Sefer Abrit, écrit à la demande de l'un de ses élèves, a même été l'un des premiers pamphlets juifs antichrétiens. Alors c'est aussi marrant de voir qu'à cette époque, on a des juifs qui peuvent se permettre d'égratigner ceux qui les accueillent d'une certaine manière. Il y en a un autre, très intéressant, c'est son fils, c'est le Rémac, qui a institué d'autres règles de grammaire déterminantes dans le domaine notamment de la phonologie, autant que dans celle de la conjugaison. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi il est utile si un jour vous décidez de faire une fac d'hébreu. Parce que c'est lui qui a réalisé la codification de l'ordre de conjugaison qu'on connaît tous aujourd'hui, le kal, nifal, piel, poal, ifil, ufal, poel et itpael, c'est-à-dire l'organisation des verbes et toute la grammaire hébraïque telle qu'elle est enseignée. C'est par le biais de 2 grands personnages, on va dire, Dounash ben Labrat, qui était lui du Maghreb, Xe siècle, et puis par le biais d'un des Kimri, donc le Rémac, quelques temps plus tard. Enfin, on en a un encore plus important, il est toujours de la même famille, c'est le petit frère David ben Yosef Kimri, qu'on connaît sous le nom de... Aaron, j'ai même mis un de ses textes, le Radak, parce que David Kimri, en fait, c'est le plus connu d'entre eux, et il est cité d'ailleurs dans l'édition ArtScroll, notamment que vous trouverez dans toutes les bonnes synagogues autour de chez vous. Et chez les chrétiens, il faut savoir qu'en fait, le Radak est hyper connu. On l'a surnommé Mestre Petit, et c'est quand même une des sources d'inspiration du grand réformateur protestant Luther, qui par la suite a écrit des pamphlets anti-juifs et nous a haïs, mais qui au départ s'est quand même inspiré de sources juives françaises et notamment provençales pour revenir aux sources du christianisme. Né à Narbonne en Languedoc, comme les autres membres de sa famille, David Kimri démontre dans ses écrits une grande maîtrise de la littérature rabbinique et des sciences profanes de son époque. C'est un philologue émérite, il a quasiment fait consensus en milieu juif comme chrétien. On peut quand même le souligner, après avoir parlé du Ravad de Posker qui, lui, ne faisait pas franchement consensus. Et en matière de grammaire hébraïque, il est resté comme un maître incontesté. Son Sefer Ashorashim, donc vous savez que la langue hébraïque repose sur des formes trilitaires de la grammaire, ou militaires. Parfois, il y a des verbes en 2 syllabes, mais généralement, c'est plutôt... Enfin, en 2 lettres, excusez-moi, mais
plus généralement c'est en 3 lettres, ce qu'on appelle la forme trilitère, donc et on repère en fait le shoresh, les shorashim au pluriel, et donc c'est lui qui les a organisés selon leur radical, donc en fait une œuvre qui désormais est véritablement incontournable pour quiconque étudie l'hébreu et veut véritablement étudier la Torah de manière claire et rationnelle. Martin Luther, à son époque, au XVIe siècle, n'a même pas hésité à qualifier le Ramak de dieu des rabbins. Et il l'a également qualifié comme le meilleur des commentateurs, alors même que David Kimri a pu se montrer violent à l'encontre du christianisme dans certains de ses commentaires sur les psaumes. Mais évidemment, ça, ce sont des passages qui ont ultérieurement été expurgés par l'Inquisition. À la même époque, on a un autre groupe, très connu également chez les historiens, chez les philologues, chez les exégètes, enfin je l'espère, ce sont les Thibonides. Alors, Yehuda ibn Thibon, Judas ibn Thibon en français, est le premier d'une dynastie de maîtres languedociens qui a compté dans cette famille pas moins de 4 générations de lettrés, des savants, des traducteurs, de l'arabe vers l'hébreu, soit un siècle d'histoire pour une seule famille qui a décidé de maintenir vivante cette langue qui jadis était considérée comme une des langues du savoir. Né à Grenade en 1120, Yehuda ibn Thibon quitte l'Espagne vers l'âge de 30 ans pour s'établir à Lunel, dans l'actuel département de l'Hérault. Et le célèbre voyageur Benjamin Tudel, dont il était question au tout début, dit qu'il s'était établi avec la profession de médecin. Allez, on va faire une petite devinette sur certains livres que ces Thibonides dont ils ont été à l'origine de la traduction. Si je vous dis Kitab al-Hidayah ila Faraïd al-Kulub. Vous êtes allé vite là. Alors je répète, Kitab al-Hidayah ila Faraïd al-Kulub. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple là, j'ai été plus lentement. Alors c'est quelle œuvre très connue, enfin si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à la lire, c'est une œuvre de Moussard, une œuvre donc d'éthique juive, qui est censée vous donner de bonnes valeurs, un des ouvrages médiévaux sur l'éthique parmi les plus célèbres. Ah, c'est Maïmonide. Non, c'est pas Maïmonide. Chazak, effectivement, le Kitab al-Hidayah ila Faraïd al-Kulub, c'est le Chovot al-Levavot de Bahya ibn Pakuda. Si je vous dis Kitab al-Hujja, wal Dalil fi Nasr al-Din al-Dhalil, c'est l'œuvre de qui? Je répète, le Kitab al-Hujja, wal Dalil fi Nasr al-Din al-Dhalil. C'est le Kuzari. Donc une des grandes œuvres qui a amené la fameuse thèse des Khazars selon laquelle les Ashkénazes ne seraient pas véritablement des Juifs, mais auraient en fait des ascendants convertis en provenance d'une tribu turcique d'Asie centrale. Bon. Vous savez, tous les négateurs du peuple juif adorent ce genre de théorie. Depuis Arthur Koestler dans les années 70 jusqu'à Shlomo Sand plus récemment, il y a une quinzaine d'années, qui essaye en fait de délégitimer le retour des Juifs dans leur terre d'origine et qui prétendent effectivement, en s'appuyant notamment sur le Kuzari, en fait c'est Rabbi Yehuda Halevi qui est un maître du XIIe siècle, il est né en 1075, mort en 1141, et qui raconte avoir rencontré des populations turciques qui ont demandé aux différentes religions de leur exposer quelles étaient leurs valeurs et qui auraient fini par se convertir au judaïsme. Bon, eh bien ça c'est le Kuzari, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à aller y jeter un œil. Bien sûr, on pourrait poursuivre avec les œuvres, évidemment, de Shlomo ibn Gvirol, Salomon ibn Gabirol en français, ou encore de celles de Saradia Gaon, tout autant écrites en arabe et non pas en hébreu, comme souvent le pensent les gens. Oui. Il n'y a pas l'histoire d'un roi par rapport à ça, par rapport à ce truc-là, que même les complotistes, ils s'appuient sur ça pour dire que le peuple juif n'existe pas et que même Shlomo Sen a écrit un ouvrage de ce sujet. Il n'y a pas l'histoire d'un roi... Justement, le roi et son aristocratie se seraient convertis, ce seraient les fameux Khazars. Ouais, c'est ça. Donc les descendants de Yehuda ibn Thibon, Samuel, qui est né à Lunel mais qui est mort à Marseille, et qu'il ne faut pas confondre avec un autre rabbin de la même époque qu'on appelle Samuel de Marseille, mais qui a aussi rayonné en son temps. Et puis on a également Moïse. Donc ils étaient établis à Lunel, mais ils faisaient des va-et-vient avec les Bouches-du-Rhône, et puis certains sont même venus s'établir ici dans notre ville et y mourir. Alors on va retrouver en fait ces auteurs
pendant très longtemps parce qu'il y a beaucoup d'auteurs chrétiens qui s'en sont inspirés, aussi bien en France qu'en Italie. Et ils nous ont aussi permis la redécouverte de certains ouvrages arabes majeurs, par exemple des mathématiques ou des sciences, aussi bien d'Avicenne que de Al-Farabi. Je passe un peu plus vite parce que le temps file. On va parler de l'essor, on va avancer de 2 slides. Donc là, c'est la ville de Lunel. Je suis passé un peu vite. Là, vous avez Maïmonide, d'accord, avec le Mishneh Torah et puis la gravure traditionnelle du maître andalou, mais qui évidemment ne devait pas ressembler à cela. Ça, c'est les images à l'époque moderne et contemporaine qui ont affublé d'une figure remarquable tous ces rabbinim du Moyen-Âge, mais dont on ne connaît absolument pas le visage réel, puisqu'il n'y a pas de gravure de ces individus. On poursuit. Voilà, là on est donc à Moïse Ibn Tibon, donc je vous avais mis des manuscrits hébraïques qui, comme vous le voyez, même en hébreu, pouvaient faire l'objet d'enluminures, comme des Haggadot ou des Megillot. Donc au Moyen-Âge, on recopie un petit peu le modèle chrétien, c'est-à-dire qu'on s'en inspire même dans les milieux très orthodoxes. Et on va continuer. Voilà, on arrive à Kalonimos ben Kalonimos. Alors lui, c'est un juif arlésien, donc il vient de Arles, il est de souche narbonnaise. Il a vécu au milieu du XIVe siècle et il semble encore assez à l'aise avec la langue de l'islam puisqu'il réalise des traductions également de l'arabe. Alors il est né en 1287, il s'appelle Kalonimos ben Kalonimos, donc celui au bon nom, fils de celui au bon nom. Alors peut-être qu'il s'appelait Shem Tov en hébreu, mais c'est traduit. Et il a fait ses études pas loin d'ici, à Salon de Provence. Le rabbin Emmanuel de Rome, en 1270-1330, un proche du poète italien Dante Alighieri, père de l'humanisme européen, dit de lui qu'il était le plus habile pour traduire de l'arabe vers l'hébreu. Donc on voit que longtemps après leur départ d'Espagne, la langue arabe s'est maintenue et préservée, permettant donc de transmettre à la fois des œuvres de leurs contemporains andalous, mais également des œuvres d'auteurs souvent très lointains qui écrivaient en arabe jusqu'en Asie centrale, puisque des personnages comme Avicenne ou Al-Farabi écrivaient dans le Turkestan, en Transoxiane, c'est-à-dire aujourd'hui l'Ouzbékistan et des régions comme celle-ci. On poursuit et on va voir un tout petit bout de l'essor de l'aristotélisme et la naissance de la Kabbale. 5 minutes, les maîtres de Provence donc, semblent avoir été très marqués par la philosophie de Platon, qui est remise au goût du jour dès le 1er siècle de l'ère chrétienne par le philosophe juif Philon d'Alexandrie. Et très influente à la fin de l'Antiquité, la doctrine philosophique de Platon fait état de 2 mondes, l'un intelligible, l'autre sensible, qui forment ensemble un être unique. Et on va retrouver ces éléments dans toute une partie de la pensée provençale du XIIe, XIIIe siècle. Dans la lignée d'Avicenne, le néoplatonisme, tel qu'on l'appelle, donc le néoplatonisme juif, va même connaître un essor prodigieux en Provence, sous la plume, par exemple, au XIIe siècle, de maîtres comme Abraham ibn Hiya, dans son ouvrage « Le rouleau du révélateur » en hébreu Megillat HaMegaler, à qui l'on doit entre autres la diffusion de l'équation du second degré, et qui va même influencer un des plus grands mathématiciens du Moyen-Âge, le non moins connu Leonardo Fibonacci. Donc c'est un maître juif, provençal, exégète, scientifique également à ses heures, qui permet la diffusion de l'équation du second degré, sans laquelle on ne développerait pas les maths telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont ces maîtres, comme Fibonacci et autres, qui nous disent de qui ils s'inspirent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent ils leur donnent des noms très différents. Par exemple, Salomon ibn Gabirol est appelé par les chrétiens, Avis Sébron. D'accord ? Vous avez le Rambam qui est connu sous le nom de Maïmonide. Donc ils n'ont pas exactement les mêmes noms, mais on sait comment les rattacher. Effectivement, outre sa fonction d'exégète, Abraham ibn Hiya a été un brillant astronome, il fut un grand traducteur et un philosophe reconnu par les juifs comme par les chrétiens. Et il est également intéressant de noter qu'il fut l'un des tout premiers à utiliser l'hébreu, d'accord ? C'est-à-dire à la langue hébraïque, pas seulement les caractères hébraïques, à l'oral. Vous avez le temps pour 5 minutes ou on est court et on passe à la conclue ? Non, allez-y, continuez. Si ça vous tente, je vous dis également l'apport à l'aristotélisme. Au siècle suivant, au XIIIe siècle, dans la lignée de Maïmonide,
auquel souscrivent de plus en plus de maîtres juifs de Provence, c'est désormais la philosophie aristotélicienne, donc celle d'Aristote, qui devient en vogue, notamment avec l'adoption concomitante de la scolastique par les 3 religions abrahamiques. Et là, ça mériterait carrément une conférence à elle seule, à savoir quels sont les rapports entre juifs, chrétiens et musulmans à l'époque. Oui, nos plus grands maîtres lisaient leurs contemporains des autres religions. J'en veux pour preuve le fait qu'on retrouve des expressions et on retrouve toute une partie du commentaire de Averroès, Ibn Rushd en arabe, qui était un Marocain, hétérodoxe, dont la pensée aristotélicienne a inspiré le Rambam. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été menés dans ce sens. Et certains pensent bien que Thomas d'Aquin aurait pu lire les écrits des Juifs, mais peut-être que la scolastique, elle aussi, a été étudiée par certains de nos rabbinim. Je ne vais pas pousser plus loin parce que sinon je crois qu'on ne me reproposera pas de venir à Olami, mais dans d'autres cénacles éventuellement, vous pourrez peut-être m'entendre parler de ces théories qui ne sont pas inintéressantes. Alors la pensée du Rambam qui s'appuie sur la raison et la dialectique, dans son guide des égarés notamment, que désormais vous appellerez pieusement Dalalat al-Hayrin plutôt que Moreh Nevurim, influença notamment le Milchamot Ado, les guerres du Seigneur, du penseur et exégète juif provençal Rabbi Levi ben Gershon, plus connu chez les juifs sous son nom de Ralbag par les chrétiens, ou alors sous son nom de Ralbag chez les juifs et de Gersonide chez les chrétiens, puisqu'il était également lu chez les chrétiens. Et c'est lui dont je vous disais tout à l'heure que jusqu'à la fin du 19e siècle, il n'était pas vraiment en odeur de sainteté chez nous, puisqu'il a été dégagé de quasiment toutes les éditions au cours de l'époque moderne, parce qu'il avait une vision un petit peu trop rationaliste pour le coup. Également très influencé par Maïmonide, on trouve au XIIIe siècle le Meiri, qui vient de Perpignan et que l'on trouve désormais très souvent cité aux côtés du Radak dans l'édition ArtScroll que vous avez dans toutes vos synagogues. Et s'il est méfiant à l'égard de la philosophie utilisée à mauvais escient, eh bien le Meiri ne rejette pas les sciences profanes, notamment lorsqu'elles viennent soutenir un raisonnement utile à l'élucidation d'un passage difficile de la Bible. Et donc il va dans la droite ligne de Rambam, qui dit vous pouvez étudier les sciences, l'astronomie, les mathématiques, même la philosophie grecque. Alors bien sûr, comme on l'avait dit en introduction, attention, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Les grands maîtres peuvent s'aventurer vers la philosophie. Le petit peuple, lui, il étudiera quel ouvrage ? Le Mishneh Torah. Vous m'avez bien suivi, bravo, j'en suis content. Alors la grande œuvre, c'est le Bet HaBechira, la maison de l'élection, qui a longtemps été ignorée parce qu'elle agit comme un code, à la manière du guide des égarés qui a fini par être réhabilité. Et en résumant le Talmud et en ne livrant que ses conclusions, ce texte aujourd'hui révéré dans les yeshivot du monde entier, s'opposait à son époque à la dialectique professée par les tosafistes d'Europe du Nord. Donc vous avez compris que désormais on réhabilite le judaïsme provençal qui est super en vogue dans les yeshivot, alors qu'à leur époque il s'opposait clairement à la manière d'interpréter des Tosfot que je vous avais présentés tout au début, comme Rabbeinu Tam, ou alors les rabbins de Dampierre, de Falaise, et de toutes les contrées autour de Troyes jusqu'à la Normandie, puisque Rouen également accueillait de grandes yeshivot. Je conclus. Ainsi que nous venons le voir, la pensée développée par les sages de Provence est plurielle, mais également très complémentaire. Courroie de transmission entre les maîtres séfarades du pourtour méditerranéen et les exégètes de la vallée rhénane, les grands penseurs et rabbins du Midi français ont grandement influencé les divers courants du judaïsme destinés plus tard à essaimer dans le monde entier à l'époque moderne. Des centres de la Kabbale lourianique, autour de Safed, jusqu'au centre chassidique du monde ashkénaze oriental, où on retrouve certaines influences du monde médiéval provençal. Alors si on devait résumer notre propos, on pourrait établir que la philosophie néoplatonicienne dont s'inspira la Kabbale provençale a davantage gagné le monde ashkénaze, alors que la pensée aristotélicienne, plus rationaliste, prônée par Maïmonide notamment et ses épigones de Provence, a davantage eu la faveur des milieux séfarades. Stoppés dans leur élan par un regain de persécution après le XIVe siècle, et plus encore au XVe et XVIe siècle, le rabbinisme provençal peut ainsi apparaître comme une fenêtre temporelle, aussi brillante que fugace, mais résolument déterminante et aujourd'hui plus que jamais incontournable. Merci.